Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission, sur l'entretien sur l'intelligence économique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence économique en général. L'intelligence économique qui est un domaine en plein essor. On parle de l'intelligence économique en Afrique subsaharienne, on parle de l'intelligence économique en Occident, on parle de l'intelligence économique en Asie, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence économique particulièrement au Congo-Brazzaville. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un gentleman. Bonjour. Bonjour, monsieur Gapio. Alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis monsieur Makani Vitika Duvan, directeur financier et comptable au sein de la société GESLOG, qui est une société œuvrant dans le secteur logistique et transport. Donc, une société qui existe depuis 2016 et qui jusqu'à aujourd'hui continue à œuvrer. Ok. Et c'est tout ce que vous avez comme casquette? Alors, en même temps, je suis aussi enseignant au sein de l'école, la Haute École Léonard de Vinci. D'accord. J'interviens comme enseignant en contrôle de gestion. D'accord. Ok. Merci bien, mesdames, messieurs. C'était monsieur Makani. Il a su bien le dire. Il est en même temps professeur et directeur financier au sein de la société GESLOG, où il évolue présentement. Juste une précision, c'est GESLOG. GESLOG. Ah oui. Ok, merci. D'accord. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons commencer par définir l'intelligence économique. Monsieur Makani, qu'entendez-vous par intelligence économique? Alors, tout d'abord, merci, monsieur Gapio. Je vous en prie. Pour l'invitation. J'aimerais aussi remercier les téléspectateurs qui nous regardent à travers leurs écrans télé et d'autres Internet, par les réseaux sociaux et autres. Alors, l'intelligence économique est un concept, je peux dire encore un peu nouveau en Afrique, Tout à fait. mais qui existe depuis des années, développé au niveau des pays occidentaux. Alors, par intelligence économique, qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est tout simplement une méthode de collecte d'informations économiques et stratégiques qui permettent tout simplement à la suite de pouvoir traiter l'information pour des besoins stratégiques, pour influencer et aussi économiques, stratégiques, et qui à la suite peut être aussi utilisé pour influencer dans les prises de décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir encore dans ce concept d'intelligence économique? Toute organisation, comme nous le savons, pour que ça soit bien piloté, a besoin d'une information exacte et par la suite qui permet aux décisionnaires de prendre des bonnes décisions. Donc l'intelligence économique dans ce concept intervient dans le sens où au niveau de l'organe étatique, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des ONG, autres organisations, ça permet de tout simplement recueillir des informations, les informations qui vont être traitées, protégées également, et par la suite utilisées dans un but stratégique, dans un but économique. D'accord. Des informations stratégiques qui peuvent être recueillies, analysées, exploitées dans un but de développement économique. Exactement. Merci, M. Makani. Alors, en parlant de développement économique, ici, ça me fait penser à un concept qui, je pense bien, est un concept lié à l'intelligence économique. On parle de l'émergence. Mesdames, Messieurs, le concept émergence existe à partir d'une méthode économique
ou d'une méthode de l'intelligence économique qu'on appelle la planification. Alors, la planification a donné naissance à l'émergence. Ici, au Congo-Brazzaville, nous parlons d'émergence à l'horizon 2025, n'est-ce pas? Exact. Alors, pensez-vous que cette planification, ce plan de l'émergence à l'horizon 2025 est matérialisable? Est-ce que c'est faisable? Alors, merci pour la question. Alors, je ne vais pas aller directement à la réponse. Je pense qu'il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'émergence. Et pour mieux comprendre l'émergence, il suffit qu'on creuse un peu, qu'on regarde ce qui se passe au niveau des pays émergents de nos jours. Alors, actuellement, on peut citer 12 pays qui sont émergents, en l'occurrence la Russie, la Chine, la Turquie également, qui est un pays émergent actuellement. Il y a aussi le Brésil, un pays qui investit énormément dans l'agriculture. Il y a aussi l'Australie. Donc, au sein de ces pays, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est des pays qui ont développé premièrement l'industrie. Ce sont des pays qui se sont industrialisés et qui aujourd'hui ont quelque chose en commun. La première des choses qu'on peut voir, c'est la croissance du PIB. D'accord. Ils ont une croissance qui est supérieure actuellement comparée aux pays développés. D'accord. Donc c'est des pays qui ont une croissance très avancée. Et qu'est-ce qu'ils ont encore en commun, ces pays émergents? Il y a aussi une stabilité politique. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre au sein de ces pays. Et c'est vrai que parmi ces pays, il y a des pays qui ont des régimes dictatoriaux, comme la Russie et la Chine. Et ça permet, d'un côté, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on soit dans ce genre de régime, mais là, il faut mettre l'accent, c'est sur la stabilité politique. D'accord. C'est-à-dire que les décisions prises par les politiques, les décisions économiques, sont des décisions qui agissent sur le long terme. D'accord. Alors, une autre chose qu'on peut noter... Excusez-moi, donc vous insinuez que la stabilité politique est un élément clé pour atteindre l'émergence. Exactement. Merci. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la main-d'œuvre. D'accord. Le coût de la main-d'œuvre qui n'est pas aussi élevé. Quand on regarde la Chine, aujourd'hui on parle de la délocalisation de la plupart des sociétés occidentales qui vont au sein des pays émergents. On parle de transfert de technologie. D'ailleurs, nous allons aborder ce... Donc ça fait que ces pays émergents ont ces caractéristiques. Ce sont des choses que nous n'avons pas encore ici au Congo. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour le Congo. C'est des choses qu'on peut, on peut tendre vers ces éléments. Il suffit tout simplement de mettre la volonté. Alors quand je dis la volonté, ce sont les décisions de nos dirigeants politiques. Ce sont des décisions liées à la formation, parce que tout à l'heure on a évoqué la main-d'œuvre. Il faut qu'on ait une main-d'œuvre qualifiante et une main-d'œuvre aussi de bonne qualité, mais à bas prix, qui permettra aux sociétés de pouvoir concurrencer les produits venant de l'extérieur. D'accord. Alors, donc, pour répondre à la question, je suis quand même un peu sceptique. 2025, c'est demain. On est en 2023, 2024, 2025. Alors, l'horizon 2025, c'est pas évident. Mais est-ce que le Congo peut se développer, peut devenir un pays émergent? Oui. On a le potentiel, on a la matière qu'il faut, les matières premières. On a les ressources, une population qui est très jeune, qui peut apprendre et rentrer dans la chaîne de production. D'accord, mais finalement, on a comme l'impression que l'émergence devient quelque chose d'extra normal. Qu'est-ce que le Brésil a
que le Congo n'a pas présentement. Qu'est-ce que, vous avez cité l'Australie, je pense, Oui. a, étant un pays émergent que le Congo n'a pas encore, et qu'est-ce que la Chine et les autres ont concrètement que le Congo n'a pas, qui ne lui permet pas encore d'être considéré comme pays émergent. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement? C'est quoi l'émergence? Parce qu'on a l'impression que ça devient quelque chose de un peu extra normal. Alors, merci pour cette question. Alors, comme j'ai dit au départ, ces pays émergents ont des critères communs. D'accord. Alors, parmi ces critères, je peux dire le plus important, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, ok. Alors, comment le Congo peut faire pour s'industrialiser? C'est tout simplement investir dans la formation. Dans la formation, ok. Tout simplement, investir dans la formation. Aujourd'hui, nous sommes un pays très riche en ressources naturelles. Nous avons le pétrole, nous avons les minéraux, nous avons une terre arable très fertile. D'accord. On a des domaines non encore exploités. Alors, comment on peut faire pour industrialiser le Congo? C'est tout simplement attirer les investisseurs, le premier point, étrangers. Parce que au niveau, un pays ne peut pas s'industrialiser sans pourtant faire appel aux investisseurs étrangers. On a besoin des investisseurs locaux, mais on a aussi besoin des investisseurs étrangers. C'est quoi les investisseurs étrangers? Actuellement, ce sont les multinationales. Une entreprise installée au Brésil qui œuvre dans l'agriculture, mais qui voudrait aussi aller à l'extérieur, a besoin d'investir dans un pays où le climat d'affaires est favorisé. Donc, notamment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la fiscalité, mais la chose la plus importante, comme j'ai dit au départ, c'est d'avoir une main-d'œuvre qualifiante, c'est-à-dire investir dans la formation de nos jeunes, de nos étudiants, et aussi améliorer le climat des affaires, en passant par le côté fiscal, alléger la fiscalité pour les investisseurs étrangers, et aussi encourager les entrepreneurs locaux, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture par exemple. D'accord. Ok, donc nous avons très bien compris ce que M. Makani essaie de nous faire comprendre, que le gap qu'il y a précisément entre ces pays émergents et le Congo, c'est qu'ils sont plus industrialisés que le Congo et ils ont une main-d'œuvre assez élevée par rapport au Congo. Et la notion de la formation, ils sont mieux formés, disais-je, et que les Congolais. C'est exactement ça, je pense. Exactement. Êtes-vous sûr? Mieux formés, ils ont une meilleure formation que les Congolais parce que je pense que le Congo fait partie des pays où le taux d'alphabétisation et d'éducation est certainement, si je ne m'abuse, est assez élevé par rapport à d'autres pays. Ne pensez-vous pas que de nos jours, la formation au Congo est quand même à un niveau médian? Alors exactement, quand je dis mieux formé, ça ne signifie pas que le taux d'alphabétisation au Congo est très faible. Aujourd'hui au Congo, les jeunes ont vraiment de la volonté. Les jeunes veulent apprendre. Quand nous allons à Brazzaville, l'université Marien Ngouabe, vous pouvez voir comment les gens se lèvent tôt le matin juste pour avoir une place dans l'amphi. Parce que quoi, il y a la volonté. Alors, est-ce que cette formation dispensée au sein de nos écoles, au sein de nos universités, est une formation qui peut concurrencer avec la formation étrangère? Non.
Pourquoi? Aujourd'hui, on a besoin des équipements au sein de nos universités. On a besoin d'avoir pas une seule école qui forme en polytechnique, par exemple à l'instar de l'NSP, mais de créer plusieurs universités qui vont former les jeunes, qui vont former les gens par rapport aux besoins du marché. Vous savez, M. Makani, Aujourd'hui, excusez-moi, vous savez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a un grand homme, un ancien chef d'État, en l'occurrence M. Mobutu Sese Seko, qui disait que l'Afrique n'est pas sous-développée, mais sous-équipée. Est-ce que ce n'est pas seulement un problème d'équipement? Parce que je pense que des gens formés, il y en a suffisamment. Plein de diplômés sans emploi, comme on a tendance à le dire, plein de diplômés sans emploi. Est-ce que ce n'est pas seulement un problème d'équipement et il faut rejoindre la politique de transfert de technologie? Donc, comme vous avez parlé des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des usines qui viennent de l'extérieur, qui viennent, s'installent ici, et au fur et à mesure que des gens, la population congolaise qui serait embauchée, apprendrait dans le tas, au fur et à mesure qui seront en train de travailler dans ces usines, bien effectivement, finiront par apprendre et ce transfert. Ne pensez-vous pas que, je pense plutôt que ça devrait être dans ce sens, dans le sens des équipements, de l'apprentissage, de l'usage de ces équipements. C'est un avis, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que ça serait beaucoup plus dans le sens dans ce sens particulièrement de transfert de technologie? alors, la notion de développement ou sous-développement, bon, c'est une notion un concept un peu complexe. Chacun peut euh, définir un peu. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus qu'au développement économique. Un pays développé est aussi jugé par rapport à sa culture, l'influence sur la culture d'un pays par rapport aux autres cultures. Ça rentre aussi dans les critères de développement. Donc, c'est pour dire que l'Afrique n'est pas totalement sous-développée, comme on dit. On a une culture très riche. Mais par contre, sur le plan économique, alors qu'est-ce qui permet de comparer les économies d'un pays à un autre? Excusez-moi, monsieur Makani, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit quelque chose de très important, que l'Afrique n'est pas complètement sous-développée. Oui, est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a là une forme d'exagération et sur les normes qu'on établit pour qualifier tel ou tel pays de développé, de sous-développé, d'émergent, de non-émergent? Ne pensez-vous pas qu'il y a une forme d'exagération, de falsification, ou il y a un manque d'honnêteté intellectuelle à ce sujet? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un débat sur ça. Les critères de développement ne se limitent plus sur le plan économique. Il y a l'aspect culturel aussi qui rentre en ligne de compte. Et quand on regarde les pays africains, ce sont des pays qui sont très riches culturellement. D'accord. Quand on voit sur le plan musical comment l'Afrique influence les cultures étrangères, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Alors, pour revenir à la question, puisqu'on parlait des transferts de technologie, de développement, alors sur le plan économique, les pays sont comparés, deux pays sont comparés par rapport à le niveau de la richesse créée par une nation qu'on appelle par le PIB. D'accord. Alors, quand on regarde les pays africains, nous avons une croissance de nos jours. C'est vrai que c'est une croissance, pour la plupart, une croissance à deux chiffres, comme on le dit, mais c'est une croissance qui dépend plus des exportations de nos matières premières. D'accord. Alors, sur ce côté, il y a un travail à faire. Okay. Alors, le travail, c'est comme vous l'avez dit, nous avons besoin, on ne va plus inventer, comme on dit, le fil à couper le beurre. Nous avons tout simplement besoin de copier ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, comment ils ont fait pour industrialiser leur pays. Alors,
On va copier comment? C'est comme vous l'avez dit, par un transfert de technologie. Par un transfert de technologie. C'est dire quoi? C'est d'attirer les investisseurs étrangers, signer des partenariats, des contrats de formation. D'accord. Vous venez investir au Congo, il y a un quota limité sur les travailleurs étrangers. Si on n'a pas des ingénieurs dans un domaine donné, nous mettons à disposition les ressources humaines qu'il faut. Alors, vous les formez à un certain moment, 5 ans, 6 ans, 4 ans. Ces ingénieurs repartent chez eux et nos ingénieurs à nous prennent la main pour continuer. Et c'est ce qui a fait que la Chine puisse atteindre le niveau qu'ils ont actuellement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, nous poursuivons toujours notre émission sur l'intelligence économique. Alors, très rapidement, je m'en vais inviter la régie de nous balancer juste un élément. Et après cet élément, nous allons revenir pour poursuivre notre émission. Merci, à tout à l'heure. Oui, comme vous savez, dans les années 1930, c'était la grande période protectionniste. Et donc, les empires coloniaux voulaient avoir leur précaré. Donc, la Grande-Bretagne va créer la zone sterling en 1939 et la France va créer la zone franc. Donc, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce qui est intéressant, c'est que à partir des indépendances, les chefs d'État africains vont s'approprier cette monnaie qui avait finalement une explication de type colonial, c'est-à-dire contribuer à fournir la métropole en matières premières en provenance des colonies. Donc ce que nous appelons cette insertion primaire au sein du commerce international va perdurer. Et aujourd'hui, plus de 55 ans après les indépendances, on se retrouve avec cette monnaie qu'on appelle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest la monnaie de la communauté financière africaine, mais qui, au fond, n'est que la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cet élément. Alors, monsieur Makani, vous venez tout à l'heure de suivre cet élément. Ceci me pousse à vous poser la question de savoir, peut-on réellement atteindre l'émergence, même lorsque nous accomplirons, nous réunirons tous ces critères que vous avez évoqués? Tous ces critères que vous avez évoqués, mais est-il possible d'atteindre l'émergence aussi longtemps qu'on est dépendant du franc CFA? Est-ce que le franc CFA n'est-il pas réellement un frein pour l'émergence réelle du Congo? Qu'en pensez-vous? Alors, merci pour la question. C'est une question qui fait débat. On le voit partout avec des mouvements panafricanistes. Ceux qui prônent l'indépendance, la liberté totale de l'Afrique. Alors, pour répondre à la question, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps pour voir à quel moment le franc CFA a été mis en place. Et pendant la période tout à fait coloniale. Alors, le nom franc CFA, c'est vrai que ça, la signification a évolué, mais c'est tout simplement au départ franc des colonies françaises. Donc c'est une monnaie coloniale. Et quand on dit la colonisation, ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Exact. Qu'est-ce qu'on a subi pendant la colonisation? C'est que l'Afrique a été exploitée, pillée par ses richesses, ses matières premières, les hommes également. Alors, ce qu'on peut dire du franc CFA, pour ne pas répondre directement, c'est de comprendre le mécanisme du franc CFA. Il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Comme avantage, nous avons la convertibilité fixe qui est donnée par la Banque de France, c'est-à-dire que
aujourd'hui, si nous allons en RDC, on parle beaucoup plus de l'inflation, où on peut réveiller aujourd'hui, le pain coûte 100 francs, demain c'est 150, parce que tout simplement, ils ont une monnaie qui est ancrée dans le dollar, qui est dollarisée. Alors, sous d'autres cieux aussi, la monnaie subit des fluctuations par rapport à d'autres devises. Alors, l'avantage que nous avons, nous, du franc CFA, c'est qu'on a une convertibilité fixe. C'est-à-dire que nous soyons le 1er janvier ou le 31 décembre, si on veut convertir nos francs CFA en euros, c'est la même parité. 656, si je ne me trompe pas, 900 et quelques. Alors, c'est quoi les inconvénients que nous avons sur le franc CFA? Le franc CFA, selon la convention monétaire qui existe entre les pays de la zone franc et la France, les États qui utilisent le franc CFA, ils ont l'obligation donc de déposer dans un compte d'opération qui est au niveau de la Banque de France, de déposer 50% de leurs réserves en devises. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui nous regardent? Parce que tout le monde n'est pas économiste ou financier. Alors, je vais expliquer ça d'une manière un peu plus simple. Ça veut dire que quand le Congo vend son pétrole à l'étranger, si ça coûte 10 francs, on nous dit gardez 5 francs au niveau de la Banque de France, parce que la Banque de France vous assure une convertibilité. Ces 50%, on n'a pas le droit de les utiliser comme nous voulons. Alors, ça fait qu'on est toujours sous contrôle de la France. Ça évite, ça empêche, plutôt j'allais dire, les pays africains de signer librement des partenariats avec d'autres pays. Parce que si le Congo s'engage aujourd'hui d'aller signer un partenariat avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, il faut passer par la France pour payer les équipements achetés en Russie, en Chine, et ça fait qu'il y a toujours une mainmise de la France sur l'économie des pays africains. Alors je pense que ce n'est pas une bonne chose. Alors est-ce que cela nous empêche de se développer? Je ne vais pas dire à 100%, mais ça constitue un frein, un élément qui bloque un peu la machine de l'émergence des pays africains. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez dû comprendre que le franc CFA n'est pas forcément un frein pour notre économie, d'une part, mais d'autre part aussi un frein pour le développement de notre économie, parce que lorsque nous voudrions contracter avec d'autres pays, lorsque nous voudrions acheter et faire des partenariats avec d'autres pays, nous serons bloqués parce que l'aboutissement de cela dépendra de la volonté de ceux qui hébergent 50% de notre patrimoine monétaire, qui est la France. Et bien évidemment, vous comprenez par là que nous demeurons toujours sous le joug de la colonisation. Alors, je voulais ajouter quand même pour quelques secondes. D'accord. Alors, les réserves en devises que les pays africains déposent au niveau de la Banque de France, c'est vrai que ce sont des réserves qui sont rémunérées à 0,75%. Ben, ces réserves, la France a la liberté de les placer où elle veut. Alors, quand on dit placer de l'argent, au retour, ça génère des gains. Exact. Alors, cet argent pouvait être placé par notre banque centrale, la BEAC, ce qui n'est pas le cas, mais c'est plutôt la Banque de France qui l'utilise pour à son avantage, quoi. D'accord, ok. Merci, je pense que le message est assez clair. Nous avons compris par là qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens. Alors, je suis conduit à vous poser lentement et sûrement, nous longeons vers la fin de notre entretien. Alors, cette fois-ci, j'aimerais qu'on touche le point des 10%. Partout dans les rues, on entend parler de 10%, 10%, que telle entreprise a voulu s'installer au Congo. La maison Jean-Marc Weston, notamment,
a voulu s'installer au Congo. C'est ce qui se raconte dans la rue, que cette maison a été empêchée simplement pour des raisons de 10%. Telle entreprise a voulu s'installer au Congo, on les a exigé 10% et ils ont plié bagage, ils sont repartis. Cette question de 10%, est-ce que ça peut se justifier dans le domaine économique, de l'intelligence économique? Si oui, dans quel secteur ou quelle option est-ce qu'on peut ranger le phénomène de 10%? Est-ce que c'est légal, économiquement parlant? 10%. Alors, pour répondre directement à la question, c'est pas légal. Alors, je vais quand même, c'est vrai que c'est ce qu'on écoute partout, je vais quand même utiliser un peu les pincettes. C'est pas une information officielle, mais nous savons que dans les pratiques, c'est ce qui se passe. Alors, les 10% ne sont pas imposés par l'État ou par un organe. Pour la législation. Voilà. C'est pas une chose qui est légiférée, qui est très claire, mais ce sont des choses qui se passent, comme on dit, des sous de table. D'accord, sous table. Voilà. Et donc, du coup, puisque nous sommes là à la télé, on en parle. On n'a pas des preuves de ce qui se passe réellement dans les coulisses, mais au moins on écoute les échos et on sait quand même un peu comment se passent les choses. Alors au départ, quand on a parlé de l'intelligence économique, il y a quelque chose d'important, c'est que l'intelligence économique est un outil pour l'État. Le but de l'intelligence économique, c'est permettre à l'État de l'utiliser comme une politique publique. Alors, si l'État en même temps, bon, pas l'État, il y a des individus ou des autorités qui derrière réclament les 10% auprès des investisseurs qui viennent au Congo, alors que le pays a besoin des investisseurs, ça constitue un frein et ça vient un peu contredire les intentions du chef de l'État, les intentions, disons, politiques, qui visent l'émergence à l'horizon. C'est vrai que 2025, ce n'est plus possible. Mais ce que tout Congolais souhaite, c'est que dans un avenir proche, que le pays émerge. Et le pays va émerger comment? En attirant des investisseurs étrangers. Alors, un investisseur qui arrive au Congo, qui veut s'installer, qui doit dépenser de l'argent pour mettre en place des équipements et tout ce qu'il faut, c'est énormément d'argent qui est dépensé. Et en même temps, on va lui exiger de payer 10%, qui ne va pas se justifier dans sa comptabilité. Il y a quand même un problème. Alors, un pays qui agit de la sorte, c'est tout simplement repousser les investisseurs. Ce que nous avons évoqué au départ, le critère, ce que les pays émergents ont en commun, comme on l'a dit, ce sont des pays qui ont une stabilité politique, c'est-à-dire qui ont une politique qui attire les investisseurs étrangers. Et quand on se met, au lieu de recevoir les investisseurs qui viennent, les encourager, leur faciliter la tâche en termes de coûts, en termes dans le domaine fiscal par exemple, mais derrière, on augmente leurs dépenses et quand on dit 10%, ce n'est pas une dépense qui va se justifier comptablement. Donc je pense que c'est un élément qui empêche une nation d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser. D'accord, merci. Il y a une question qui me vient à l'esprit. On entend dire que les colonies congolaises se trouvent dans les mains des étrangers. À l'exemple de la journée de vendredi, on peut constater tous les vendredis à partir de midi, lorsque
la plupart des commerçants dans les quartiers, au grand marché, dans les supermarchés, vont pour pratiquer leur religion. Alors, on a comme l'impression que toutes les boutiques sont fermées, que la ville ne vit plus de façon commerciale. Peu de boutiques, peu de commerces, peu d'activités sont entrepris par les Congolais, les natifs eux-mêmes. Alors, que pensez-vous que le Congolais, les législateurs ou les acteurs de l'intelligence économique peuvent faire pour changer ce phénomène? Parce que c'est quand même un danger de voir qu'une grande partie de l'économie congolaise est gérée par les expatriés. Quelle solution, selon vous, vous pensez que l'on peut appliquer, adopter pour faire face à cela? Alors, merci pour cette question. La première des choses qu'on doit retenir, c'est que on doit parler en termes de secteur. D'accord. On a le secteur formel d'abord et le secteur informel. Prenons le secteur informel qui est plus dominé par des opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez su le dire, quand c'est vendredi ou bien quand c'est une journée fermée pour les musulmans, il n'y a pas d'activité au marché. Tout est fermé. À la limite, ceux qui ont déjà l'information, ceux qui savent déjà que ça sera fermé le matin, les gens font des courses et autres. Alors, le secteur informel est tenu ici au Congo par la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quel est le problème que nous avons? Je pense que c'est un problème culturel. Le Congolais a été habitué à s'habiller propre, aller dans un bureau travailler. Alors, il y a un travail de fond, je pense qu'il faut qu'on fasse. Un travail mental. Voilà, un travail mental de fond qui doit se faire sur le côté à l'échelle nationale d'abord, et puis chacun à son niveau. C'est-à-dire, on doit apprendre maintenant aux enfants, les éduquer dès le bas âge, comment entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément déjà ouvrir une société, comme j'ai dit, qui soit formelle. Mais on peut commencer par une boutique, on peut commencer par des petites choses et qui par la suite deviennent une grande entreprise. Donc ça, c'est une question de changement de mentalité qu'on doit inculquer à nos enfants. C'est la responsabilité de tout parent, je pense, apprendre à l'enfant dès le bas âge que voilà, il faut aussi savoir, il faut aller à l'école, mais il faut entreprendre aussi. Alors, la deuxième chose, c'est le secteur formel. C'est la même chose. L'économie est tenue par les étrangers. La plupart des entreprises, rares sont les entreprises créées par un Congolais, dirigées par un Congolais et qui restent sur le long terme. La plupart, ce qu'on remarque avec les entrepreneurs congolais, dès qu'on a un peu d'argent qui rentre, on confond la comptabilité de l'entreprise avec la comptabilité de sa poche. Donc on prend, on dépense, et puis l'entreprise va exister pendant que le propriétaire est là. Le jour qu'il n'est plus là, la société est à terre. Là encore, ça fait appel à la notion de mentalité, d'éducation financière, j'allais dire, éducation économique, et ainsi de suite. Nous avons compris le message pour l'économie du temps. Vous comprenez par là, mesdames, messieurs, que, comme le disait Georges Clason, que le développement d'un pays est la conséquence du développement de chaque individu qui constitue ce pays. Et le développement de ces individus passe par ce changement de mentalité, ce changement de façon de faire. Alors, c'est à ces mots que nous mettons un terme. Nous allons clôturer notre émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de ce que vous ayez suivi cet entretien. J'avais reçu M. Makani, qui est directeur financier de la société GESCOM,
et qui Non, est Geslog, pardon. Geslog, excusez, et qui est aussi professeur en gestion financière à l'Institut, la Haute École Léonard de Vinci. Merci, au prochain numéro. Bye bye.